Merci de nous retrouver ici pour la suite de ce festival sur les épaules des géants. On est très heureux que vous soyez nombreux avec nous cet après-midi pour cette conférence avec un invité d'exception, Alessandro Morbidelli, astrophysicien, professeur au Collège de France, scientifique de renommée mondiale, spécialiste de la formation et de l'évolution des planètes, avec un parcours qui est intimement lié aux grandes découvertes de l'astronomie moderne. Et il se trouve que cette année, c'est une année anniversaire particulière, puisqu'il y a 30 ans tout juste, était découverte la première exoplanète autour d'une étoile de type solaire, donc une planète en dehors de notre système solaire, 51 Bécassi B, et une annonce qui a vraiment bouleversé à l'époque notre vision de l'univers et qui a ouvert un champ de recherche absolument vertigineux, ce qui a d'ailleurs valu un prix Nobel à ces deux découvreurs, Michel Mayor et Didier Queloz. Donc depuis cette première découverte, donc il y a 30 ans, on a agrandi largement la moisson d'exoplanètes. On en est, je crois, à 5 ou 6 000 aujourd'hui, Alessandro. Donc il y a une diversité aussi, c'est ça qui est très intéressant, insoupçonnée de toutes sortes de planètes. Et au milieu de cette profusion, évidemment, il y a une question qui nous obsède. Est-ce que notre système solaire est une exception dans tout ça ? Ou bien est-ce que c'est qu'une variante finalement parmi d'innombrables possibles? C'est donc au cœur de différences et de similitudes entre notre système solaire et les systèmes extrasolaires que Alessandro Morbidelli va nous faire sa présentation, et je vous demande donc de l'accueillir chaleureusement. Merci Mathieu, merci à tous d'être venus nombreux. Je suis heureux d'être ici, dans ce magnifique festival. Donc voilà, pour parler un peu de planètes du système solaire, mais aussi planètes extrasolaires qu'aujourd'hui on découvre en grand nombre autour des autres étoiles. Alors, pour faire une petite introduction historique, l'idée qu'il y ait des planètes autour des autres étoiles n'est pas tout à fait nouvelle. Déjà, Giordano Bruno, au XVIe siècle, avait compris, avait conjecturé que toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel ne sont rien d'autre que d'autres soleils. Et donc, comme les soleils sont sans doute entourés des planètes, et ces planètes abritent la vie comme la Terre le fait. Alors, à l'époque, c'était assez dangereux, parce que Giordano Bruno a été brûlé vivant à Rome, à Campo dei Fiori, pour ses idées hérétiques. Donc, mais les débats sur l'existence de la vie ailleurs ont continué dans les siècles. Et finalement, il passe du domaine de la philosophie et de la religion au domaine de la science en 1995, tout juste il y a 30 ans, quand deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, à l'Observatoire de Haute-Provence, ont détecté la première planète extrasolaire. Donc, et pour cette découverte qui a vraiment bouleversé au moins notre branche d'astrophysique, la planétologie, ils ont gagné à juste titre les prix Nobel en 2019. Donc la planète que Mayor et Queloz ont découvert était une planète d'une masse comparable à la masse de Jupiter, autour de l'étoile 51 du Pégase, d'où les noms pas très poétiques de 51 Pégase B. Mais la grosse surprise était que cette planète qui a la masse de Jupiter, au lieu d'être très loin à l'étoile centrale, parce que Jupiter se trouve 5 fois la distance Terre-Soleil, donc à 750 millions de kilomètres du Soleil, cette planète, en fait, se trouve à 1/10 de la distance Soleil-Mercure par rapport à son étoile. Donc une planète géante trouvée là où on ne se l'attendait pas du tout. Et d'ailleurs, au début, même les astronomes débattaient, est-ce que c'est vraiment une planète? Est-ce qu'on n'est pas induit en erreur par des bruits stellaires, etc. Mais puis finalement, cette planète s'est bien avérée être réelle. Alors avant de continuer, juste une petite parenthèse pour dire comment est-ce qu'on découvre ces planètes. Parce qu'on dit, bon voilà, on voit les planètes extrasolaires, mais est-ce qu'on les voit vraiment? Donc en réalité, les planètes sont assez proches de leurs étoiles, surtout vues d'ici. Et elles ne sont pas très brillantes par rapport à l'étoile, parce qu'elles ne produisent pas de la lumière elles-mêmes, elles réfléchissent juste à la lumière de l'étoile. Donc c'est très, très, très difficile, voire impossible, de les voir directement. Donc on déduit en fait leur présence par des effets indirects. Donc en effet, celui utilisé par Mayor et Queloz, est que quand la planète tourne autour de l'étoile, en réalité, on dit que la planète tourne autour de l'étoile, mais l'étoile bouge aussi. La planète et l'étoile tournent autour du barycentre commun,
qui est un peu déplacé par rapport au centre de l'étoile, parce que la planète a une certaine masse. Donc, avec la période de la planète, l'étoile fait aussi une petite orbite autour du centre de masse, ce qui veut dire que sur une partie de l'orbite, la planète s'approche à l'observateur, s'approche à nous. Dans l'autre partie de l'orbite, la planète s'éloigne de nous. Et ce mouvement radial s'est traduit en un changement de la longueur d'onde de la lumière de l'étoile. Quand l'étoile s'approche à nous, sa lumière devient un peu plus bleue. Quand l'étoile s'éloigne, sa lumière devient un peu plus rouge. C'est le phénomène de l'effet Doppler, qu'on connaît aussi en acoustique. Quand les sirènes des ambulances, des voitures de police s'approchent de vous, les sons aigus. Quand elles s'éloignent, les sons est grave. C'est la même chose pour la lumière. C'est le même principe. Mais donc, en observant ces changements périodiques des couleurs de la lumière de l'étoile, si vous voulez, on déduit les mouvements de l'étoile et on mesure sa période. Donc la période du mouvement de l'étoile est la même que la période de la planète, et l'amplitude du mouvement vous donne la masse de la planète par rapport à la masse de l'étoile. Donc c'est ainsi qu'on peut dire qu'il y a encore de la masse de Jupiter ou d'une masse terrestre qui tourne autour de cette étoile. Il y a une autre technique pour découvrir les planètes, est de les voir passer devant leur étoile. Donc quand la planète passe devant l'étoile, évidemment, on crée une petite éclipse. Et donc cache un tout petit peu la lumière de l'étoile. Alors très très peu. C'est le même principe que les éclipses du Soleil, mais la Lune est aussi grande que le Soleil vu des terres. Alors une exoplanète est toute petite par rapport à son étoile vue de la Terre. Donc c'est une toute petite baisse de luminosité. Il faut des instruments, des photomètres assez sensibles pour mesurer cette baisse. C'est de l'ordre de la millimagnitude, si ça dit à quelque chose, à quelques astronomes amateurs par exemple dans la salle. Et donc là aussi, en mesurant donc, la baisse de la luminosité, on déduit les rayons de la planète par rapport aux rayons de l'étoile, et la périodicité de cette petite éclipse nous donne la période orbitale de la planète. C'est seulement dans des cas exceptionnels où on peut vraiment dire de voir les planètes. Alors il s'agit des planètes qui sont assez grandes, quelquefois la masse de Jupiter, jeunes, pour qu'ils soient encore lumineuses, chaudes à cause de leur accrétion récente, et loin de l'étoile centrale. Si ces trois conditions sont remplies, on peut, par des techniques dites de coronographie, masquer la lumière de l'étoile centrale, donc ce trou noir que vous voyez au centre de l'image. Et une fois qu'on a masqué l'étoile centrale, les petits points lumineux sont les planètes qui l'entourent. Et là, vous voyez une séquence d'images prises au télescope. Ce n'est pas une image de synthèse, ce n'est pas un dessin, c'est des vraies images prises au télescope, aux dates qui défilent en dessous. Et donc, vous voyez que sur une dizaine d'années, on voit les planètes tourner autour de leur étoile. Donc là, c'est un véritable système planétaire qu'on voit en rotation autour de l'étoile centrale. Et c'est assez extraordinaire. On n'aurait jamais pensé de pouvoir faire ça seulement il y a quelques décennies. Donc c'est comme ça qu'on détecte, on découvre les planètes extrasolaires. Alors avant de faire le recensement de ce qu'on a vu, un petit rappel de la structure du système solaire. Dans le système solaire, il y a 8 planètes. Et ces planètes viennent en 2 catégories. Il y a les planètes internes qu'on appelle les planètes telluriques. Ce sont des planètes relativement proches au Soleil, relativement petites. La Terre est la plus grande entre elles. Et ont une nature rocheuse. Nous, on a une atmosphère, Vénus aussi, mais en termes de masse, c'est négligeable par rapport à la masse de la planète. La masse de la planète est essentiellement due aux roches. Plus loin, à partir d'une distance de 5 fois la distance Terre-Soleil, on a les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc, elles sont géantes parce que leur masse est très grande. Jupiter pèse 300 fois la masse de la Terre, Saturne 100, Uranus et Neptune 15 et 17. Mais aussi, sont des planètes qui ont une structure différente de la nôtre. Elles ne sont pas rocheuses, sont essentiellement composées de gaz. Des 300 masses de Jupiter, environ 260 sont composées, sont portées par l'hydrogène et l'hélium, donc les mêmes gaz qui forment l'étoile. C'est presque des petites étoiles, mais bon, on ne les appelle pas étoiles, bien sûr, parce qu'elles ne produisent pas l'énergie, donc ne produisent pas de la lumière, mais la plus grande partie de leur masse est faite des mêmes gaz qui composent le Soleil. Les planètes du système solaire tournent autour du Soleil sur le même plan orbital, à peu presque à l'équateur solaire, et leurs orbites sont presque circulaires, pratiquement circulaires.
Et avant la découverte des planètes extrasolaires, on pensait que, grosso modo, tout système planétaire aurait dû sembler au nôtre, parce que les lois de la physique sont universelles, c'est qu'on pense, et donc si les lois de la physique ont permis au système solaire de se former, autour des autres étoiles, des systèmes analogues se formeront. Et je pense que c'était aussi ce qu'ils pensaient Giordano Bruno, Laplace, etc. Donc la découverte déjà de la première planète extrasolaire, qui a la masse de Jupiter, mais ne se trouve pas du tout à la place de Jupiter, se trouve à l'intérieur de l'équivalent d'une orbite de Mercure, a été un grand étonnement. Et cet étonnement s'est confirmé à fur et à mesure que les planètes ont été découvertes. Donc aujourd'hui, on est à quelque chose comme plusieurs milliers de planètes extrasolaires. Ces diagrammes donnent un aperçu général de leurs caractéristiques. Donc c'est un diagramme qu'on appelle cartésien, ça peut être un peu plus compliqué à lire, mais je vais vous le décrire. Donc sur l'axe horizontal, on a la distance de la planète à l'étoile en unité astronomique. Donc une unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil. Et sur l'axe vertical, il y a la masse de la planète en masse jovienne. Donc Jupiter se trouve bien sur la ligne 1 parce que c'est la masse de Jupiter. Et les planètes de notre système solaire sont là avec leurs images pour vous donner un repère dans ces diagrammes. Donc vous avez Mercure, vous avez Vénus, la Terre, Mars, et après Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et les points qu'on voit là, par contre, sont les planètes extrasolaires qu'on a découvertes à ce jour, pour lesquelles on a mesuré une distance à l'étoile et une masse. Et la couleur montre la forme de leur orbite. Donc si les planètes sont circulaires, comme les planètes de notre système solaire, elles apparaissent en bleu. Mais si les planètes ont une orbite qui est très allongée, comme celle-ci, alors apparaissent avec d'autres couleurs, par exemple vert ou rouge, selon que l'orbite soit plus ou moins allongée et elliptique. Et donc voilà, là on a l'aperçu de toutes les planètes qu'on a découvertes. Donc comme vous voyez, les planètes qu'on a découvertes appartiennent en gros, en majorité, à une des trois catégories. Donc il y a trois groupes qui sortent de ces diagrammes. Donc il y a un groupe de planètes qu'on appelle les Jupiters chaudes. Sont des planètes qui sont assez proches à l'étoile centrale, plus proches que Mercure du Soleil, et qui ont une masse de l'ordre de la masse de Jupiter. Donc portent bien leur nom, parce que Jupiter a la masse de Jupiter, mais sont tellement proches à l'étoile qu'ils sont physiquement très chaudes, parce qu'ils sont très irradiés par l'étoile. Il y a plusieurs milliers de degrés dans leur atmosphère. Et la première planète, découverte par Major et Queloz, 51 Peg-B, fait bien partie de ce groupe. Ce sont les planètes les plus faciles à découvrir, et donc ce n'est pas étonnant que la première planète découverte fasse partie de ce groupe. Plus loin, on a un deuxième groupe, c'est les Jupiter tièdes, froides, ça dépend un peu comment on veut les appeler, toujours planètes de la masse de Jupiter, plus loin de l'étoile, donc certainement n'ont pas la même température que 51 Peg, mais quand même, j'aime bien les appeler tièdes pour souligner que la plupart d'entre elles, en fait, ont des distances à l'étoile de l'ordre de l'unité astronomique. Donc, c'est des planètes comme Jupiter, mais qui se trouvent en fait à la place de la Terre ou de Mars. Pas aussi loin que Jupiter. Il y en a quelques-unes qui sont aussi loin que Jupiter, mais c'est plutôt une minorité. Et plus on cherche loin de l'étoile, moins de planètes il semble y avoir. Les troisième groupe, très évident, c'est celui-ci, dans des planètes qu'on peut appeler super-Terre ou mini-Neptune, selon qu'on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc des planètes qui sont des masses intermédiaires entre la masse de la Terre, d'où super-Terre, et la masse de Neptune, d'où mini-Neptune, mais qui se trouvent elles aussi typiquement assez proches à l'étoile centrale, plus près que Vénus, au Soleil, et souvent même plus près que Mercure, du Soleil. Donc, de ces recensements, on peut déjà conclure qu'environ entre 50 et 70% des étoiles ont des planètes qui n'ont pas d'analogue de notre système solaire. Nous n'avons pas de Jupiter chaud, nous n'avons pas de Jupiter tiède sur des orbites elliptiques, nous n'avons pas de super-Terre dans notre système solaire. Donc des planètes qui n'existaient pas chez nous, ils se trouvent très facilement autour des autres étoiles. La deuxième considération qu'on peut faire en regardant ces diagrammes est qu'on n'a jamais découvert des planètes extrasolaires là où il y a nos planètes à nous.
Vous voyez, il n'y a pas de point ici près de la Terre, par exemple. Il n'y a pas de point près de Saturne, ou d'Uranus ou de Neptune. Donc, à l'exception, il y a quelques planètes qui semblent Jupiter, hein, même masse, même distance, mais pas les autres. Donc, à l'exception de Jupiter, les autres planètes du système solaire n'ont pas d'équivalent connu dans les autres systèmes. Mais ça, c'est l'effet d'un biais observationnel. En fait, avec nos techniques actuelles, si nous on regardait le Soleil à partir d'une autre étoile, on ne serait pas capable de détecter nos planètes telluriques, on ne serait pas capable de détecter Saturne, Uranus ou Neptune, parce que ce sont des planètes qui sont à la fois trop petites et trop loin de l'étoile. Donc l'effet Doppler qu'ils peuvent engendrer est trop faible, l'éclipse est trop faible, etc. La seule planète qu'avec notre technologie on pourrait voir du système solaire en regardant à partir d'une autre étoile, c'est Jupiter. Et donc, si on veut essayer de faire une statistique de quelle est la fréquence du système planétaire semblable au nôtre autour des autres étoiles, pour le moment, vu qu'on ne sait pas voir d'autres planètes que Jupiter, qui est l'équivalent de Jupiter, pour le moment, on doit limiter cette question à quelle est la fréquence des couples Soleil-Jupiter. Et là, on peut donner une réponse observationnelle, parce qu'on peut voir des planètes comme Jupiter autour d'étoiles de type solaire. Et donc, allez, on y va. Donc, qu'est-ce que nous disent les observations? Les observations nous disent que, par exemple, à l'intérieur d'un rayon de 30 années-lumière, il y a 414 étoiles. Ces étoiles ne sont pas toutes les mêmes. Elles diffèrent par leur masse, par leur température, par leur luminosité. La plus grande partie des étoiles, en fait, sont des étoiles moins massives que le Soleil, ce qu'on appelle des naines rouges. Et notre Soleil est une étoile de type G, plutôt jaunâtre. Les étoiles moins massives, plus nombreuses, sont plutôt rougeâtres. Les étoiles très lumineuses, très massives, sont très lumineuses. Elles ont une lumière blanche. Et les étoiles comme notre Soleil, donc les étoiles de type G, sont seulement 10% des étoiles qu'on trouve dans notre voisinage solaire. Donc de ces 414 étoiles, il y en a seulement 40 qui sont des types solaires. Après, on peut faire une statistique de quelle fraction des étoiles ont des planètes avec une masse comparable à la masse de Jupiter. Et là aussi, les observations nous disent que seulement 10% des étoiles ont des planètes de la masse de Jupiter. À peu près 50% des étoiles ont des planètes, mais c'est souvent des planètes plus petites, de type super-Terre. Et les planètes d'une masse comparable à Jupiter, c'est seulement les étoiles avec des planètes d'une masse comparable à Jupiter sont seulement 10%. Mais en plus de ces planètes de masse de Jupiter, vous voyez, la plupart ne ressemblent pas à Jupiter du tout. Soit sont très proches à l'étoile, soit ont des orbites très excentriques. Donc c'est ce qu'on voit sur ces diagrammes. On voit des Jupiters avec des orbites très petites à côté de l'étoile. On voit des Jupiters avec des orbites très elliptiques, comme celle-ci, mais notre Jupiter est à la fois sur une orbite distante du Soleil et circulaire. Et de toutes les planètes joviennes connues, seulement environ 10% ont une orbite semblable à celle de Jupiter, en termes de distance et de circularité. Donc on peut faire les produits de ces fréquences. Donc seulement 10% des étoiles sont comparables au Soleil, seulement 10% de ces étoiles ont des planètes avec une masse de Jupiter, seulement 10% de ces planètes de masse jovienne ont une orbite semblable à Jupiter. Vous faites les produits, vous trouvez 0,1%, 1 sur 1000. Voilà. Une étoile sur 1000 est une étoile semblable au Soleil avec une planète semblable à Jupiter. Donc ça veut dire que toutes les autres étoiles, si on des systèmes planétaires, ce sera un système différent du nôtre, parce que soit l'étoile est différente, soit il n'y a pas d'équivalent de Jupiter. Évidemment, le système solaire est encore plus complexe que le couple Soleil-Jupiter, et donc il doit être encore plus rare que ça. Par exemple, il semblerait, pas 100% sûr, que seulement dans 10% des cas, autour des étoiles, il n'y ait pas de planètes plus proches que Mercure au Soleil. Et nous, évidemment, nous n'avons pas de planète plus proche entre Mercure et le Soleil. Donc ça fait diminuer la fréquence statistique de nos systèmes solaires à 1 sur 10 000. Ce n'est pas beaucoup. Et ça, c'est une vraie surprise. Comme je disais tout à l'heure, on était parti de l'idée que notre système solaire devait être générique et qu'à peu près autour de toute étoile, on devrait trouver quelque chose qui ressemblait au nôtre. Et là, on découvre que notre système solaire est tout au plus présent autour d'une étoile sur 1000, peut-être même une étoile sur 10 000.
Si vous y pensez, c'est un peu une contre-révolution copernicienne. Hein. Copernic nous a appris qu'il n'y a rien d'extraordinaire et que le Soleil est juste une étoile, et la Terre n'est pas le centre du système solaire, n'est pas le centre de l'univers. Le Soleil est juste une étoile qui est elle-même pas au centre de l'univers, donc une sorte de banalisation de notre position dans le cosmos, tout à fait correct. Mais en découvrant le système extrasolaire, on découvre que notre système solaire est quand même un peu spécial. D'où on peut s'interroger sur l'existence de la vie ailleurs, mais bon, on n'est pas tout à fait sûr qu'il faille un système solaire comme un système planétaire comme le nôtre, une planète comme la Terre, pour pouvoir abriter la vie. Du point de vue scientifique, ceci nous interpelle, parce que si les lois de la physique sont les mêmes, pourquoi on a des systèmes planétaires si différents entre eux et si différents d'une autre? Et c'était une nouvelle branche de la recherche en planétologie d'essayer de comprendre comment le système planétaire se forme et à quel moment les systèmes planétaires peuvent prendre des structures, des formes différentes les uns par rapport aux autres. Et donc, je voulais juste vous guider brièvement sur quelles sont les idées actuelles de comment un système planétaire se forme, essayer de comprendre à quel moment une telle diversité peut intervenir. Donc, on pense que les systèmes planétaires se forment dans des disques autour des étoiles. Quand l'étoile se forme, donc elle est toute jeune, elle est entourée d'un disque de gaz et de poussière. Et c'était Laplace, au XVIIIe siècle, qui avait déjà déduit que les étoiles devaient être entourées d'un disque avec des considérations mathématiques. Mais aujourd'hui, on observe avec les grands télescopes comme James Webb, le radiotélescope ALMA, on observe ces étoiles jeunes et les disques sont bien là. Donc ce n'est plus un modèle comme à l'époque de Laplace. Aujourd'hui, c'est un fait observationnel qu'une étoile est entourée d'un disque de gaz et de poussières. Donc le gaz est illustré ici par les couleurs. Les poussières, imaginez que ça, ce sont des poussières. Et les poussières ont tendance à se déplacer dans les disques et migrer vers l'étoile centrale. Mais ainsi faisant, les poussières peuvent s'agréger, peuvent créer des amas de poussières suffisamment denses pour que leur gravité collective les fasse collapser les unes sur les autres pour former un premier objet macroscopique qu'on appelle un planétésimal. Donc un planétésimal, c'est vraiment un objet solide qui a une taille de l'ordre d'une centaine de kilomètres, comparable tout à fait aux astéroïdes, par exemple, qui se trouvent aujourd'hui entre Mars et Jupiter, ou les objets transneptuniens qui se trouvent au-delà de Neptune. Donc, ce ne sont pas des planètes, mais ce ne sont pas des poussières non plus. Donc, une taille de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Ces planétésimaux, à leur tour, peuvent rentrer en collision entre eux, peuvent accréter davantage de poussière qui continuent à passer, et donc, en s'y faisant, ils peuvent grandir. Et en grandissant, ils commencent certains d'entre eux commencent à acquérir des tailles considérables, de l'ordre de la milliers ou quelques milliers de kilomètres. Et donc, on peut les appeler protoplanètes. Alors, ces protoplanètes ont des caractéristiques différentes du point de vue des compositions, mais aussi du point de vue des masses, selon où se forment dans les disques. Parce que dans les disques, il y a un gradient de température. En gros, il fait très chaud près de l'étoile, il fait froid loin de l'étoile, c'est normal, c'est l'étoile qui chauffe. Et donc, cette différence de température influence la nature des poussières qui se trouvent dans les disques. Là où le disque est chaud, les poussières peuvent être composées seulement des matériaux réfractaires, donc des matériaux qui peuvent être solides à haute température, comme par exemple les silicates. Mais loin de l'étoile, où il fait froid, l'eau est sous forme de glace, des cristaux de glace. Et donc les poussières sont faites d'un mélange de matériaux réfractaires comme les silicates, mais aussi avec de la glace d'eau. Et il y a une ligne très importante, une distance très importante dans les disques à tout moment, qui est la limite de fusion, de sublimation ou condensation de la glace. Donc on l'appelle donc ligne de glace. Au-delà, l'eau est sous forme solide et en deçà, l'eau est sous forme de vapeur et donc notre poussière pourront être seulement faite des silicates, alors que là, elle peut être faite des silicates et des glaces.
À cause de la présence de cette glace, il y a donc plus de matière solide disponible. La glace est aussi assez collante, donc permet de faire des grumeaux, des grains de poussière plus macroscopiques. Hein. Tout le monde joue aux boules de neige, mais personne ne joue aux boules de sable, parce que le sable ne colle pas, mais la neige colle. Voilà. Et donc, à cause de cette disponibilité de la glace et de ces grains de poussière qui sont plus gros, la théorie nous dit que les protoplanètes qu'on va former par les processus que j'ai décrits tout à l'heure vont avoir des tailles différentes. Là où on a seulement à disposition des poussières faites de silicates, les protoplanètes ont du mal à grandir. Typiquement, elles ne dépassent pas la masse de Mars, donc restent relativement petites. Mais au-delà de la ligne des glaces, là où on a à disposition ces grains gelés qui collent facilement, on peut former des protoplanètes beaucoup plus massives, plusieurs fois la masse de la Terre même. Et donc, voilà, tout système planétaire devrait naître avec cette dichotomie des petites planètes à l'intérieur et des plutôt grandes planètes à l'extérieur. Et jusqu'à là, tous les systèmes planétaires devraient être semblables les uns aux autres, parce que tout ce que j'ai raconté est plus ou moins universel. L'existence des disques autour des étoiles est universelle. Le fait que les disques soient chauds près de l'étoile et loin de l'étoile, c'est universel. Le fait que la glace soit disponible seulement là où les disques est froid, c'est universel, etc. Donc, d'où vient cette diversité? La diversité peut venir du fait que les protoplanètes, une fois qu'elles se forment dans les disques des gaz, tendent à se déplacer vers l'étoile. Un peu comme les poussières, mais pour d'autres raisons. Et ce déplacement vers l'étoile, qu'on appelle la migration planétaire, est relativement modeste si les planètes sont petites, comme les petites planètes, protoplanètes silicatées, mais important pour des planètes qui ont la masse de la Terre, ou quelquefois la masse de la Terre. Et donc, ce qui se passe, c'est que les planètes plus grandes qui se forment plus loin, par migration, rentrent à l'intérieur du système. Et vont même rattraper et rentrer dans les domaines des planètes plus petites. Et donc ça, c'est grand bouleversement, parce que, évidemment, les planètes, au lieu d'être bien séparées les unes aux autres, les orbites s'intersectent, il y a une planète qui descend, traverse les orbites des autres, c'est un grand chamboulement. Et c'est à partir, on pense, de ces processus des migrations, ces grands chamboulements, qu'on peut produire différents systèmes planétaires selon des petites différences, en fait, finalement, dans les conditions initiales. Je vais vous l'illustrer par quelques animations que nous avons réalisées chez nous, à l'Observatoire de Nice. Sans vouloir être exhaustif, je vais vous montrer 3 cas qui forment des systèmes planétaires très différents. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on verra une simulation, on voit l'étoile. Quand il y a un triangle, donc, ça veut dire qu'on est dans les disques encore protoplanétaires, des gaz et des poussières. Là, on a la fameuse ligne des glaces, et au-delà de la ligne des glaces, on a ces protoplanètes gelées, assez grandes, de quelquefois la masse terrestre. Et d'ailleurs, les couleurs montrent, sous cette échelle de couleurs, la masse des planètes. Donc, ces planètes se forment relativement loin de l'étoile, au-delà de la ligne des glaces. Et ici, j'ai mis nos planètes telluriques à nous, juste pour vous donner un repère sur cet axe, pour voir où on est. Okay. Et donc, ces planètes se forment et elles commencent à migrer. Et donc, elles vont vers l'étoile centrale. Et en s'y faisant, elles ne migrent pas tous à la même vitesse, certaines peuvent collisionner entre elles, grandir, etc. Mais finalement, tout le train des planètes va vers l'étoile. Mais il ne tombe pas sur l'étoile. Il ne tombe pas sur l'étoile parce qu'en fait, les disques n'est pas étendu jusqu'à l'étoile. Il y a un trou. Et ce trou est dû à l'effet du champ magnétique stellaire. Donc, les planètes s'arrêtent au bord interne du disque. Et là, elles s'accumulent. Et si elles s'accumulent, elles ne sont pas stables, il y en a trop. Et donc, quand il y en a trop, finalement, elles collisionnent entre elles pour réduire le nombre de planètes et faire des planètes plus grandes. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a un système de planètes. Vous voyez les couleurs qui vont quelquefois à la masse de la Terre, à une dizaine de fois la masse de la Terre, très proches à l'étoile centrale, parce qu'elles sont ancrées là où étaient les bords internes du disque. Et donc, ceci correspond bien aux super-terres proches à l'étoile qu'on observe en large nombre autour des autres étoiles. Évidemment, dans ce processus de migration de loin au bord interne du disque, elles sont passées par la région qui, chez nous, est occupée par les planètes telluriques. Et en passant, évidemment, ils ont balayé tout à leur place. Donc, quand il y a un mouvement de migration d'une telle ampleur,
c'est pas possible de former des planètes telluriques derrière parce que ces planètes ont tout emporté pendant leur migration. Donc évidemment, ça peut expliquer les étoiles avec les super-terres, mais ça ne peut pas expliquer du tout l'origine du système solaire. Alors qu'est-ce qui peut se passer différemment? Comment est-ce qu'on peut éviter que les planètes qui se forment loin traversent la région qui nous est chère, donc là, les planètes telluriques, pour arriver au bord interne du disque? Ben, une possibilité est que, par exemple, de ces planètes qui se forment au-delà de la ligne des glaces, il y a une, la plus interne, soit un peu plus grande que les autres, soit suffisamment grande pour capturer une partie du gaz du disque. Donc à ce moment-là, elle devient une planète géante, un peu comme Jupiter. Et les planètes géantes migrent aussi vers l'étoile, mais plus lentement, parce qu'elles sont géantes, sont lourdes, il y a une certaine inertie. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là est que la planète géante migre, mais tout doucement. Les planètes derrière, elles voudraient migrer pour arriver au bord interne du disque, comme on l'a vu dans l'animation précédente, mais elles ne peuvent pas dépasser la planète géante, parce que la planète géante est encombrante. C'est pas facile de passer à travers son orbite. C'est un peu comme quand vous êtes en voiture sur une route de montagne, derrière un bus, vous restez derrière le bus. Et là, pareil, donc ces planètes sont coincées dans leur migration, sont forcées à rester derrière la planète géante, et encore une fois, s'accumulent derrière la planète géante, ce qui les amène à rentrer en collision entre elles, mais à la fin, elles sont derrière la planète géante. Et au temps de la disparition du disque, typiquement 5 millions d'années, la planète géante est descendue vers l'unité 1-2 unités astronomiques. Là, on voit la plupart des Jupiters tièdes. Les super-terres se trouvent derrière. Donc, il n'y a pas de super-terre chaude au bord interne du disque. Donc, ça commence à ressembler un tout petit peu au système solaire, dans le sens qu'on n'a pas des super-terres à côté de l'étoile. Mais évidemment, ce n'est pas le système solaire, parce que Jupiter, là, a la place de Mars. Et chez nous, Jupiter est très loin. Donc, on observe ces systèmes avec des Jupiters tièdes, mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait le système solaire. Pour les systèmes solaires, on pense que la clé a été que pas seulement la planète qui s'est formée au-delà, la protoplanète qui s'est formée au-delà de la ligne des glaces a capturé du gaz et est devenue Jupiter, mais celle tout de suite après a aussi capturé du gaz et est devenue Saturne. Quand on a un couple comme Jupiter et Saturne, la migration s'arrête. Et donc ces deux planètes-là ne migrent plus vers l'étoile. Alors, ce qui se passe, c'est semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure. Les petites protoplanètes voudraient migrer vers l'étoile, mais cette fois, ils n'ont pas un bus à doubler, ils ont deux bus à doubler. Donc, c'est vraiment impossible. Et restent derrière, elles se calent derrière Saturne, collision entre elles, pour former, à la fin, on verra encore une collision, deux planètes d'une masse d'une quinzaine de masses terrestres, donc tout à fait analogue à Uranus et Neptune. Et puisque Jupiter et Saturne ont fait du surplace, vous voyez que rien s'approchait à la zone des planètes telluriques. Donc là, la zone des planètes telluriques est restée une sorte de havre protégé par le fait que Jupiter et Saturne ont fait barrage aux autres protoplanètes. Personne n'a traversé, aucune grosse planète a traversé cette région. Et donc, avec le temps, les petites protoplanètes silicatées qu'on avait vues se former dans la partie interne du disque ont pu collisionner entre elles pour former les planètes telluriques telles qu'on les connaît. Donc si cette histoire est à peu près correcte, on voit qu'il y a déjà deux contingences qu'il faut contempler pour produire un système planétaire comme le système solaire. Donc la première planète qui se forme là, la ligne des glaces, est devenue géante, Jupiter, sans laquelle les protoplanètes auraient migré au bord interne du disque en traversant la région des planètes telluriques et en balayant toute la matière au passage. Mais aussi, la deuxième contingence, c'est que la deuxième planète à la ligne des glaces est aussi devenue géante, Saturne, ce qui a permis de bloquer la migration de Jupiter. Sinon, Jupiter serait descendu à la place de Mars et on aurait eu un système différent. Une fois qu'une planète comme Jupiter prend notre place, évidemment, ce n'est pas possible pour la Terre de se former. Ensuite, un autre ingrédient pour comprendre la diversité des systèmes planétaires est qu'une fois que les planètes se forment, elles ne restent pas stables sur leurs orbites pendant tout le temps. Les planètes se forment en quelques millions d'années, elles ne savent pas qu'elles doivent rester stables sur 4 milliards d'années. Donc, c'est assez normal qu'à un moment donné, les planètes puissent devenir instables. Donc, ce qu'on imagine, et on voit dans les simulations numériques, mais on a pas mal la preuve aussi en regardant les planètes extrasolaires, est que
à la disparition du gaz, quand les planètes géantes se forment, à la disparition du gaz, après un certain temps, les planètes deviennent instables. Donc ici, on regarde encore un système planétaire par la tranche, avec 3 planètes géantes, le disque a disparu. Là, il y a encore des petites protoplanètes qui cherchent à former des planètes telluriques. Là, il y a un disque de protoplanètes au-delà des planètes géantes. Donc, on voit ce qui se passe. Donc là, les temps passent, les temps indiqués là-haut. Et au bout d'une vingtaine de millions d'années, ce système des planètes géantes devient instable. Donc, vous voyez, les planètes s'écartent, devient incliné. Voilà, des planètes sont éjectées loin, une autre planète injectée à l'intérieur. Et notez aussi que toutes les protoplanètes qui étaient à l'intérieur des planètes géantes ont disparu. On était dispersés par cette instabilité des planètes géantes. Et on pense que au moins 95% des systèmes des planètes planétaires avec des planètes géantes deviennent instables à un moment ou l'autre de leur vie dynamique. Notre système solaire, dans ce sens-là, n'a pas fait exception. On pense que notre planète géante à nous sont devenues instables aussi, parce que la formation des planètes géantes, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, produisent un système planétaire très compact. Et donc, avec Jupiter à 5 unités astronomiques, Neptune à 12, donc est beaucoup plus compact que le système actuel. Ce qu'on pense, c'est qu'à la disparition du disque des gaz, nos planètes ont interagi avec un disque de petits corps au-delà de Neptune pour devenir instables. Et cette instabilité a transporté les planètes pour les placer finalement sur les orbites actuelles, avec Neptune à 30 unités astronomiques, Uranus à 20, Saturne à 9,5 et Jupiter à 5. La vraie caractéristique de nos systèmes solaires, dans ce sens-là, est analogue à beaucoup d'autres, parce qu'il y a eu cette phase d'instabilité. La vraie contingence est que, par chance, cette instabilité n'a pas été très violente, sans doute parce que Jupiter et Saturne, lors de l'instabilité, n'ont jamais eu de rencontres proches entre elles, ce qui a permis aux planètes géantes de rester sur des orbites quasi circulaires, et donc n'est pas complètement perturber la formation des planètes terrestres à proximité du Soleil. Donc aux 2 contingences que j'ai décrites tout à l'heure, il y en a une troisième, que lors de l'instabilité dynamique des planètes géantes, qu'elle est assez normale, par chance, cette instabilité a été modérément violente. Les planètes géantes ont transformé leurs orbites, mais sont restées sur des orbites quasiment circulaires, et ceci donc a eu une influence très modeste sur la formation et l'évolution des planètes telluriques. Donc voilà, pour passer après aux questions et aux débats, j'espère avoir un peu expliqué mon titre entre différences et similitudes. Les différences, évidentes, je vous l'ai montré, les planètes extrasolaires sont très différentes des planètes qui sont chez nous. Les planètes qu'on observe autour des autres étoiles n'ont pas d'analogue chez nous. Et notre système solaire n'est pas un système typique et pas plus typique qu'autour d'une étoile sur 1000, peut-être moins. Mais similitudes dans le sens que finalement, les processus qui forment les planètes et qui font évoluer les planètes sont vraiment les mêmes partout. Et cette grande différence dans les états finaux, dans les structures finales, dans les architectures finales des systèmes planétaires, vient d'un certain nombre de contingences. Et chaque contingence, finalement, fait prendre l'évolution d'un système, fait qu'un système prend une ligne évolutive différente d'un autre système qui rencontre une contingence légèrement différente. Et pour former notre système solaire, pour avoir des simulations à l'ordinateur que reproduisent assez fidèlement la structure du système solaire, on doit invoquer une série de contingences, au moins 3, et d'où on comprend donc pourquoi est si faible la probabilité de trouver un système planétaire analogue au nôtre autour des autres étoiles, et ceci justement soulève pas mal de questions. Donc je pense qu'à ce moment-là, il est plus intéressant de s'arrêter et commencer un débat avec vous, avec Mathieu. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alessandro. Alors, on va passer à vos questions dans un instant. Alors, j'avais quand même une question à vous poser, Alessandro. Puisque justement, malgré toute cette diversité, vous parlez quand même de contingence.
Donc qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous entendez par là, pour bien comprendre? Alors la contingence, c'est un fait qui se réalise dans les systèmes et qui n'est pas dû a priori. Donc c'est quelque chose qui peut arriver ou peut pas arriver. Donc moi j'aime bien, par exemple, on peut faire une analogie sociale. Disons, on peut regarder les hommes, les femmes, enfin l'humanité comme être vivant. À peu près, la vie de nous tous, c'est rassemble. Tout le monde est né de la même manière, tout le monde a une espérance de vie entre 60 et 80 ans, tout le monde grandit, vieillit, voilà, s'affaiblit, etc., avec des petites différences entre l'un et l'autre, mais on est tous semblables. C'est des processus Voilà. un peu universels. Voilà, des quoi. processus universels. Mais après, on compare vous, moi, vous, bon, voilà. Et évidemment, nous avons tous une vie très différente, avec des métiers différents, etc. Qu'est-ce qui a fait ça? Ben, des contingences. Le fait d'avoir rencontré les bons professeurs à l'école qui nous inspiraient, le fait d'avoir rencontré un copain, une copine qui nous a stabilisés dans notre vie personnelle, plutôt que rencontrer un dealer qui nous mène sur la voie de la vente de cocaïne. Voilà, ça, c'est les phénomènes contingents qui font aussi que, alors qu'on est tous très semblables du point de vue de la naissance, de l'évolution et de la mort, finalement, nos vies sont très différentes. Voilà. Et les systèmes planétaires, c'est la même chose. Vu que c'est très complexe, ces lois universelles s'intriquent et s'imbriquent de façon assez chaotique. Et du coup, des petits événements, le fait qu'une planète est un peu plus grande, acquiert du gaz, il y en a une, il y en a deux, ou pas, ça fait changer le système complètement. Et à la fin, quand on regarde le résultat, waouh, il y en a un qui est un dealer de drogue, l'autre qui est président de la République. Voilà, c'est exactement la même différence. Je pense que c'est un parallèle pertinent. Alors, on parlait de la diversité là aussi depuis la découverte de la première exoplanète, donc il y a 30 ans. Est-ce que cette diversité de planètes, elle a beaucoup surpris les scientifiques? Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait autant de choses très différentes? Pas du tout. Donc ça, c'était vraiment... parfois en science, on arrive à prédire les choses, sont juste confirmées par la théorie. Einstein, c'est un cas typique. Parfois, on s'attend des choses et on découvre des choses complètement différentes. Et du coup, on se rend compte qu'on était naïf, qu'on était en erreur. Et on pédale, on répédale, et pour comprendre ce qu'on a vu, c'est beau, hein, c'est la méthode scientifique, la science est capable de corriger ses erreurs, mais donc certainement l'attente universelle était d'avoir des planètes, des systèmes planétaires comme le système solaire. Mais est-ce qu'il y a des exoplanètes aujourd'hui qui sont presque difficiles à comprendre, à expliquer aussi, du point de vue de la science? Ah oui, il y a des exoplanètes vraiment très exotiques. Par exemple, il y a des super-mercures, donc c'est des planètes plusieurs fois la masse de la Terre, mais qui sont extrêmement denses. Donc, Mercure est beaucoup plus dense que les autres planètes, les autres planètes telluriques, donc d'où super-Mercure, c'est comme des mercures encore plus gros. Et on ne comprend pas très bien comment une planète peut devenir si dense. Donc, il faut que, après que les métals soit partie au centre, former les noyaux de métal comme sur la Terre, ben, la planète a perdu le manteau. Et ça, c'est relativement facile pour une planète petite comme Mercure, mais pour une planète qui fait plusieurs masses terrestres, c'est très compliqué. On ne comprend pas très bien comment, par exemple. Voilà, la dynamique de l'atmosphère des planètes géantes, des Jupiters chauds, aussi quelque chose de très difficile à modéliser. Il y a une énorme quantité d'énergie qui est injectée dans ces atmosphères. Donc il y a toute une physique qui se passe pour laquelle nous n'avons pas d'analogue dans notre système solaire observé. Est-ce que vous en avez une que vous aimez bien, vous, une exoplanète, Alessandro Morbidelli? Sur les 5 ou 6 000 découvertes. Voilà. Alors, moi, j'aime bien le système trappiste. Bon, déjà, parce qu'il a été découvert par des collègues belges. Moi, je fais mon doctorat en Belgique, d'où les noms, trappiste. Mais c'est un système qui est très sympa parce que c'est un système de 7 planètes qui ont toute la taille de la Terre, à peu près, mais tournent autour d'une étoile ultra naine, seulement un quart de la masse du Soleil. Ils sont très, très proches de cette étoile centrale, mais vu que l'étoile est faible, en fait, 3 d'entre elles, 3 sur 7, sont à une distance telle pour avoir la bonne température pour pouvoir avoir de l'eau liquide à la surface. Encore, il faut qu'il y en ait. Donc, on ne sait pas. Et ce système est vraiment un système exceptionnel et encore dans la phase pré-instabilité. Confirme d'ailleurs toutes ces théories d'émigration, d'embriquement des planètes au bord interne du disque, etc. C'est vraiment les cas d'école qui montrent qu'à la base, les systèmes font ça.
Il y a beaucoup d'observations pour caractériser ces exoplanètes, notamment avec les James Webb. Alors, les planètes internes n'ont pas d'atmosphère. On commence à étudier les planètes qui sont donc en zone habitable, celles qui pourraient avoir de l'eau liquide. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'atmosphère non plus. Et donc, s'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau liquide non plus à la surface, parce qu'il faut une pression pour stabiliser l'eau liquide. On n'est pas encore complètement sûr. Donc voilà, des surprises. Donc, ça ne suffit pas d'avoir la masse de la Terre, ça ne suffit pas d'être en zone habitable. Voilà, donc ça va nous apprendre encore beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a encore des biais observationnels aujourd'hui qui nous permettent justement d'affirmer si notre système solaire est si rare que ça ou pas? Oh oui, 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 comme je montrais dans mon diagramme, donc on ne connaît pas d'autres planètes, des planètes extrasolaires analogues à la planète à nous, sauf Jupiter. Et ça, clairement, c'est un biais observationnel. Il doit y en avoir. Peut-être sont rares, peut-être sont pas si rares que ça, mais il doit y en avoir, mais on ne peut pas les voir encore. L'Agence spatiale européenne va lancer bientôt le télescope spatial Plateau, qui est vraiment dessiné pour pouvoir détecter des planètes de la taille de la Terre autour d'étoiles de la taille du Soleil à une distance d'une unité astronomique. Donc, des vrais analogues terrestres en termes de masse et d'orbite. Et là, voilà, all bets are off, comme on dit en anglais, donc tous les paris sont ouverts. Est-ce qu'on en découvrira ou pas? Les télescopes peuvent les voir, mais ça dépend s'ils sont vraiment très rares, peu rares, très communes. On ne sait pas. On peut en découvrir des dizaines, comme on pourrait découvrir zéro. Et là, c'est excitant de savoir. Voilà. Est-ce qu'on est sur le point là, de découvrir des biosignatures sur d'autres planètes ou on en est encore loin, à votre avis? Je pense qu'on en est encore loin. Alors, on essaye avec les télescopes James Webb, plus tard le télescope Ariel de l'Agence spatiale européenne, on peut commencer à faire de la spectroscopie des atmosphères. Typiquement, des atmosphères des planètes géantes, quand même, mini-Neptune, pas trop petites. Bon, quand même, pour TRAPPIST, on le fait aussi pour les planètes de masse terrestre. Et là, on commence à détecter les molécules les plus abondantes. Alors, détecter des signatures, biosignatures est compliqué. Déjà, savoir. Parfois, il y a des articles qui disent on a détecté une biosignature. Voilà, il y en a un qui est sorti récemment, sont très vite démentis par la communauté scientifique. Il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Mais c'est pas évident que c'est une biosignature. Par exemple, souvent on dit l'ozone. L'ozone montre que c'est l'oxygène. L'oxygène sur Terre vient de l'activité biologique. Mais en fait, il y a aussi des processus abiotiques qui peuvent créer pas mal d'oxygène autour d'une planète. Et donc, voilà, il faut combiner plusieurs indices, je pense, bon, la communauté scientifique s'accorde pour dire que la seule solution possible pour toute la chimie de l'atmosphère dans sa complexité nécessite l'activité biologique. Juste une molécule, il y a toujours un procédé non biologique. Donc voilà, il faut faire très attention, on ne veut pas retomber dans les mêmes erreurs de nos ancêtres qui pensaient avoir découvert la vie sur Mars en voyant des canaux et en voyant des changements de couleur à la surface de Mars qu'ils avaient interprétés comme les cycles saisonniers des végétaux. Quoi. Et bon, Mars, finalement, c'est un grand désert, il n'y a rien. Et bon, voilà, c'était des fausses biosignatures, ce qu'on appelle des faux positifs. Donc, il faut faire très attention aux faux positifs, bien sûr. Allez, on va passer à vos questions ici dans la salle. Alors, on a un micro qui... Voilà, monsieur, allez-y. Bonjour à vous. Bonjour et merci pour la transmission du savoir. Vous présentez dans vos diagrammes la ligne de glace comme une loi universelle, alors que de très loin, ce n'est pas le gaz le plus répandu. Donc pourquoi finalement choisir l'eau comme loi et non pas comme contingence? Donc voilà, c'est une très bonne question. Donc déjà, où se trouve exactement la ligne des glaces, ça dépend de la luminosité de l'étoile, de l'âge du disque, donc c'est quelque chose qui peut se déplacer. Mais l'eau, on pense que c'est vraiment quelque chose des clés dans l'information planétaire. Parce que c'est vrai, ce n'est pas les constituants les plus abondants. Il y a l'hydrogène, l'hélium, mais eux ne condensent jamais. Donc eux peuvent former l'étoile ou former les atmosphères des planètes géantes, mais il faut qu'il y ait un noyau solide pour les attirer. Donc si on veut faire un noyau solide, il faut regarder des solides. Alors l'eau est la molécule la plus abondante qui peut condenser si la température est suffisamment froide. Et quelque part dans les disques, la température est suffisamment froide pour l'eau pour condenser. Ça peut être un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'extérieur, selon la luminosité de l'étoile. Mais quelque part, l'eau est sous forme solide. Et après, il y a cette autre grande propriété de l'eau
qui est celle que la glace colle. Donc c'est l'analogie que je faisais avec les boules de neige par rapport aux boules de sable, et que la glace colle. Et donc ça permet d'amorcer l'accrétion plus facilement, ça permet de former des poussières plus grosses, et ces poussières plus grosses ont des propriétés hydrodynamiques, donc c'est plus facile de former des planétésimaux, c'est plus facile d'être accrété par les planétésimaux, etc. Donc l'eau est vraiment une molécule extraordinaire, hein, c'est pour ça que le vivant est basé sur l'eau, à cause de sa polarité et son rôle dans les réactions chimiques, mais c'est aussi une molécule extraordinaire du point de vue de ses propriétés quand elle est solide. Et donc, c'est certainement une grande différence entre ce qu'on peut faire où il y a l'eau solide ou là où l'eau est sous forme de vapeur et donc ne participe pas à l'accrétion solide. Merci pour votre question. Alors, je ne sais pas où est le micro, mais il y a d'autres questions là-haut. Bonjour. Dans la zone habitable autour d'une étoile, c'est là que l'on trouve l'eau liquide. Mais comment se fait-il qu'il y a des planètes océans qui aient des surfaces d'océan en profondeur très très importantes? Oui, donc, alors, plusieurs choses. La zone habitable est définie comme la gamme des distances à laquelle, selon l'atmosphère qu'on a, on pourrait avoir de l'eau liquide stable à la surface de la planète. Donc, ça veut dire que déjà, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est pas évident. Il faut que la planète ait accrété de l'eau. Ça peut être aussi dépendre de certaines contingences. Ça dépend aussi de l'atmosphère. Si l'atmosphère, il faut une atmosphère pour que l'eau reste liquide, sinon elle évapore, hein, même à n'importe quelle température. Donc, il faut une certaine atmosphère. Si l'atmosphère est dense, la planète peut être plus chaude, donc peut être un peu plus loin. Si l'atmosphère est ténue, la planète est plus froide, donc doit être un peu plus près de l'étoile. Voilà, mais grosso modo, il y a un intervalle de distance où une planète, si elle a une atmosphère, pourrait avoir de l'eau liquide à la surface. Après, on peut avoir de l'eau liquide ailleurs, en profondeur. Et dans le cas de nos systèmes solaires, par exemple, c'est le cas des satellites des planètes géantes, des satellites de Jupiter et des satellites de Saturne. Donc ces objets-là ont beaucoup d'eau, parce qu'ils sont formés loin, et sont pas en zone habitable, sont trop loin, donc sont couverts par des banquises. Il n'y a pas d'eau liquide à la surface du tout, en accord avec la définition des zones habitables. Mais en dessous de cette banquise, il y a un océan liquide. Et ces océans sont maintenus liquides par la chaleur endogène de ces satellites qui est due aux forces des marées qui s'exercent sur ces satellites. Et donc, il y a effectivement des océans cachés, chauffés par l'intérieur. Et donc, ça pourrait être des mondes habitables, tout en n'étant pas en zone habitable, parce que cette eau liquide est en profondeur, et cette vie, si elle existe, serait en profondeur. Pourquoi les astronomes s'attachent autant à l'idée de la zone habitable? C'est qu'on voudrait détecter cette vie, on voudrait l'observer. Si la vie est cachée en profondeur dans les sous-sols, on ne la détectera jamais à distance, parce qu'on n'ira jamais sur les exoplanètes avec des sondes. Et donc, ce qui nous intéresse à nous, c'est de chercher éventuellement des biosignatures pour des planètes en zone habitable, donc où la vie se joue en surface. Pour les satellites des planètes géantes, vu que sont atteignables par les sondes spatiales, on peut essayer, et c'est là où les agences spatiales font un effort, l'ESA avec Juno, la NASA avec Europa Clipper, puis l'ESA encore vers Encelade, pour aller étudier ces satellites. Alors, il ne s'agit pas de creuser des dizaines de kilomètres de banquises pour voir ce qu'il y a dans l'océan. En fait, ces satellites, parfois, ont des éruptions. Et donc, il y a l'eau liquide qui sort et gèle en surface. Encelade a ça en permanence. Et on a de magnifiques geysers sur Encelade. Vous pouvez regarder sur le net, taper Encelade, geyser, c'est magnifique. Et donc, on a des moyens de sonder ce qu'il y a dans ces océans liquides tout en restant en surface. Et là, c'est très intéressant de savoir s'il y a des biosignatures dans cette eau qui sort, parce que ça permettra de donner une réponse. Est-ce que chaque fois qu'il y a de l'eau liquide et de l'énergie, la vie se développe ou pas? Cette question tout simple, pour le moment, on n'a pas une réponse, ni théorique, ni empirique. Alors, il y avait une autre question. Oui, bonjour. Alors, oui. Bonjour monsieur.
Oui, mais je vais revenir sur la notion de contingence. Oui. Parce qu'il y en a qui disent que la contingence, ça n'existe pas, que tout est nécessaire, et que si dans l'univers des choses nous paraissent contingentes, c'est parce qu'on ne connaît pas les causes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et je voudrais savoir aussi si derrière la contingence, vous ne voyez pas des phénomènes miraculeux, hasardeux. Pour nous, la contingence, c'est le libre arbitre, en fait. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, derrière la contingence dans l'univers et dans le système solaire? Voilà. Non, je pense que la contingence fait vraiment partie de l'évolution de tout système parce que, voilà, dès que les systèmes sont complexes, il y a une extrême sensibilité aux conditions initiales, à l'environnement. Donc, on peut appeler ça la contingence, si vous voulez. Le fait que, voilà, il y a un peu plus de matière, une planète grandisse un peu plus, et donc elle commence à migrer différemment. Voilà. Donc, oui, il y a des causes, bien sûr. Il y a toujours, ça veut dire qu'il y avait un peu plus de masse, un peu moins, etc. Mais finalement, c'est des petites variations sur l'initial qui produisent ces grandes différences. Après, évidemment, il y a des biais anthropiques. Donc, le fait que les systèmes solaires soit un système qui s'est formé grâce à des contingences relativement rares, donc ce système soit relativement atypique, nous avons une position d'observateur dans les systèmes solaires. Donc tout le système qui prend une évolution différente et ne permet pas de créer une planète habitable, ben, il n'y a pas un observateur dedans. Regardez, donc c'est évident que nous sommes dans un système où tout a marché, parce qu'on est chanceux, pour nous permettre d'être là et observer. Mais c'est la même chose, pour nous, encore une fois, pour faire l'analogue biologique. À un moment donné, un ovule et un spermatozoïde se sont rencontrés pour vous faire. Et vous pouvez avoir beaucoup de combinaisons différentes, parce qu'il n'y a pas qu'un spermatozoïde lors de la conception. Et du coup, mais vous êtes vous, et donc vous êtes intéressé à la science, vous êtes venu ici, et vous interrogez de vos questions. Une fusion génétique différente, peut-être, vous aurait conduit à aimer la peinture et pas être ici ce soir. Donc voilà, pour dire que, évidemment, quand on regarde, nous, on dit, mais cette contingence est nécessaire. Oui, est nécessaire, mais nécessaire parce qu'il y a un biais observationnel, un biais anthropique qui nous permet, qui nous fait sélectionner certaines combinaisons et pas d'autres. Philosophiquement, est-ce que vous pensez que tout est nécessaire ou pas, que tout est déterminé? C'est ça la question philosophique derrière. Non, je ne pense pas que tout est déterminé, non, au contraire. Non. Mais il y a beaucoup de cas différents. Il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, 100 milliards de galaxies dans l'univers. Les choses se passent différemment autour des différentes étoiles. Où il y a des êtres intelligents qui s'interrogent sur leurs origines, forcément, dans ces systèmes-là, il y a eu des contingences qui ont marché dans les bons sens. Et dans tous les autres systèmes, il y a eu des contingences différentes et il n'y a personne qui s'interroge dessus. Et vous croyez au miracle ou pas Non, ce n'est pas un miracle. Je pense que c'est juste la loi des grands nombres. À droite, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. À propos des protoplanètes qui s'agrègent à distance de l'étoile et qui ensuite se rapprochent de l'étoile, je pense que j'ai pas bien compris déjà pourquoi est-ce que ces planètes, une fois agrégées, vont migrer vers l'étoile, pourquoi est-ce que la force centrifuge ne suffit plus à compenser la gravité, et surtout, je comprends pas pourquoi est-ce que la présence d'une planète géante va empêcher la poursuite de cette migration, sachant que tout est en orbite, donc elles sont rarement alignées. Oui. Donc voilà, c'est des questions un peu compliquées, un peu techniques. Alors, sur la migration, c'est dû au fait que quand vous formez une planète, donc elle commence à avoir une masse conséquente, elle a une gravité, elle perturbe les disques. Et donc, les disques commencent à être déformés. Et cette déformation agit toujours par gravité sur la planète, en freinant la planète et en faisant descendre vers l'étoile. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, quand vous avez un satellite autour d'une planète, déforme la planète. Et à cause de cette déformation, par exemple, la Lune déforme la Terre, la marée, bon, ici vous la connaissez bien. Et donc c'est à cause de la déformation de la Terre, la Lune s'éloigne de chez nous. Bon. Et c'est la même chose pour les planètes dans les disques. La planète déforme les disques, et à cause de cette déformation du disque, la planète est soit accélérée, soit freinée. En général, elle est freinée, et donc elle perd de l'énergie et spirale vers l'étoile. Donc ça, c'est la migration. Après, pourquoi les planètes ne peuvent pas se doubler? Parce que les planètes aussi agissent entre elles. Et en s'approchant, les rapports entre les périodes orbitales diminuent.
Et en diminuant, on passe à travers des rapports magiques. 2, 1, 3, 2, 4, 3. Voilà, des rapports entre nombres entiers. Et là, les perturbations entre planètes se font plus fortes et les planètes sont capables de se bloquer de façon que les rapports de période orbitale ne peuvent plus changer. Ça s'appelle la capture en résonance. Alors, cette capture en résonance existe. Io, Europa, Ganymède, les 3 satellites de Jupiter sont en résonance 1, 2, 4. Voilà. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que, à cause de la marée, la Io migre vers l'extérieur. Et donc, il s'est approché d'Europa jusqu'à capturer en résonance 2,1, puis il a poussé Europa en résonance 2,1 jusqu'à capturer Ganymède en résonance 2,1 avec Europa, et ça fait la chaîne 1, 2, 4. Et c'est pour ça que les systèmes trappistes aussi dans des choses comme ça. Donc c'est vraiment un effet, ça s'appelle des résonances, d'amplification des forces gravitationnelles. Les forces ne sont pas amplifiées. L'amplification des effets des forces gravitationnelles, du fait qu'ils se répètent toujours avec la même phase, qu'à un moment donné bloque les planètes et ne permet plus aux planètes de s'approcher entre elles. Ok, merci beaucoup. Allez, il nous reste 5 minutes. On va prendre peut-être 2 questions pour terminer. Oui. Bonjour Alessandro. Je ne sais pas si vous êtes penché sur ce problème, mais que pensez-vous de la controverse de la planète X? Est-ce qu'il existe vraiment de grandes altérations gravitationnelles dans notre système qui justifient son existence, ou ces anomalies ne sont pas vraiment significatives? Oui, j'ai travaillé moi-même sur la planète X9. Écoutez, c'est quoi cette histoire? Alors, donc voilà, en 2016, il a été proposé, déjà en 2015, avec plus de force en 2016, il a été proposé que le système solaire, en fait, a 9 planètes. Et il ne s'agit pas de Pluton, que lui a été déclassé parce qu'il est vraiment tout petit, et donc c'est un objet de la ceinture de Kuiper, mais une vraie planète de plusieurs masses terrestres, 5-7 masses terrestres, très loin, l'ordre de 500 000 unités astronomiques, donc Neptune à 30, donc très loin par rapport aux planètes connues. Et ça, ce n'est pas une idée loufoque, c'est basé sur le fait qu'on observe des petits corps que dans le système solaire externe, sur des orbites très elliptiques, au plus près du Soleil s'approchent de Neptune, donc on peut les voir, mais au plus loin, vont à des milliers d'unités astronomiques. Et les orbites de ces objets ne sont pas uniformément répandues dans les ciels, mais sont toutes alignées dans la même direction. Et donc, on se dit, mais pourquoi elles sont alignées dans la même direction? Normalement, ces orbites devraient s'éparpiller dans les ciels. Et s'il y a une planète loin, elle bloque ces orbites et les force à rester tout ensemble, elle ne permet pas de s'éparpiller dans les ciels. Donc l'idée est tout à fait rationnelle, on peut simuler dans l'ordinateur, ça marche, etc. Là où il y a débat, et que malheureusement, de ces corps sur des orbites très allongées qui vont loin, on n'en connaît pas beaucoup, on en connaît une petite dizaine. Et donc la question est, est-ce que cette observation, le nombre d'objets avec des orbites alignées est suffisamment grande pour tirer des conséquences statistiques? Est-ce qu'il y a des biais observationnels qui nous permettent de découvrir des objets seulement si l'orbite est orientée dans les ciels dans une direction et pas dans l'autre? Parce que par exemple dans l'autre il y a la Voie lactée, donc c'est plus difficile de voir les objets. Donc c'est là où il y a le débat. Et maintenant il y a un nouveau télescope qui va commencer à travailler, c'est le télescope Vera Rubin au Chili. Il va observer tout le ciel et tous les 3 jours pendant des années. Donc il va vraiment faire une cartographie complète des objets du système solaire. Et donc de 2 choses l'une. Soit il confirme qu'effectivement les objets distants du système solaire ont des orbites alignées, alors il doit y avoir la planète, même si Vera Rubin peut-être ne la voit pas parce qu'elle est suffisamment faible. Mais c'est possible aussi qu'avec la découverte de plus d'objets, en comprenant mieux les biais observationnels, on découvre qu'en fait cet alignement est seulement apparent, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait planète. C'est déjà arrivé en science, hein. Pendant longtemps, on pensait, déjà, on avait vu des anomalies dans les mouvements d'Uranus. Et Le Verrier a dit, il doit y avoir une planète, il y a Neptune, et il avait raison, Neptune était bien là où il avait prédit. Mais après, on pensait voir des anomalies dans les mouvements de Neptune. Et donc, on s'est dit, il doit y avoir planète. C'est pour ça qu'on a cherché, on a trouvé Pluton. Mais Pluton ne pèse même pas la masse de la Lune. Donc, en fait, Pluton ne fait rien. Et ces anomalies de Neptune, en fait, sont fausses. Donc, on pensait voir des anomalies de Neptune parce qu'il y avait une mauvaise connaissance des masses des planètes, etc. Et toutes les erreurs se propageaient. Aujourd'hui, avec des meilleures mesures, avec les sondes spatiales, etc., il n'y a aucune anomalie dans les mouvements de Neptune.
Donc là, en 20 ans, on pense voir des anomalies dans la distribution des objets, des petits corps distants du système solaire, mais vu le nombre des objets, etc., ça pourrait être une question des statistiques des petits nombres, des biais observationnels, à voir. Donc, si c'est vrai, il y a planète. Si c'est pas vrai, il n'y a pas de planète. Non, mais Nora, ça fait rire. Non, on a raison de toute façon. Mais on a un critère pour pouvoir le dire. Bon, aujourd'hui, en toute sincérité, on ne peut pas l'affirmer qui est ou qui n'est pas de planète. Mais avec les nouvelles, les observations plus exhaustives des verres à Rubin, on pourra affirmer s'il y a planète ou pas. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas quelle sera la réponse, mais on aura une réponse. Allez, on Ça termine fait moins rire. avec une dernière question. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? On arrête là? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On peut applaudir Alessandro Morbidelli. Merci à vous, c'était très sympa. Et avant de vous laisser partir, je voudrais juste vous indiquer que les cours du Collège de France d'Alessandro sont disponibles en vidéo. Ils sont disponibles en vidéo pour les années précédentes. Cette année, je commence le 22 octobre sur les météorites. Sur le site du Collège de France, vous avez tous ces cours et ceux qui vont venir. Donc, si vous voulez vous faire des cours d'astrophysique à la maison, eh ben, profitez-en. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.